Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire un petit focus sur la XR, notamment la réalité immersive. La XR, c'est le terme anglais Extended Reality. Donc c'est tout ce que l'outil numérique apporte à la réalité tangible que l'on a au quotidien. On va aller sur un petit peu sur les définitions. Je vais aller un petit peu vite sur certaines slides. Donc, qui suis-je pour vous en parler aujourd'hui? Je suis une ancienne du master. Et il se trouve que dans les travaux de recherche que j'ai faits, à un moment, j'ai été confrontée à cette question de la relation homme-machine et que j'ai creusé ce sujet depuis 2016 et que ça m'a amené à questionner les relations, le rapport aux robots sociaux, le rapport des aides à domicile dans cet environnement de plus en plus domotique et connecté. Et la question des formateurs, comment nous, formateurs, on absorbe cette technologie qui arrive, qui se déploie, qui va très vite, les injonctions aussi au regard de l'absorption, et puis comment on accompagne un tiers à l'usage. Donc j'ai vraiment travaillé ces sujets-là. Donc aujourd'hui, j'ai créé un organisme de formation et de conseil en 2013. Donc une de mes activités, c'est la formation de formateurs et notamment la sensibilisation des acteurs de la formation à ces usages, donc, ce que j'appelle la technopédagogie. Et puis, euh, donc c'est là-dessus que je communique pas mal sur LinkedIn et sur mon site. Et puis, je fais partie aussi du board de France Immersive Learning, qui est la grosse association française qui fait la promotion et la pédagogie autour de l'usage de la XR dans l'éducation et dans la formation. Je suis aussi membre de EdTech Grand Ouest, donc pour lesquels j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir. Je suis aussi intervenue au Learning Show 2022 sur une thématique liée au sujet que l'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire l'acculturation à cette thématique quand on est formateur. J'ai aussi fait des webinaires pour l'atelier des formateurs et au niveau du SIGFI, donc le syndicat national des consultants formateurs indépendants, j'ai aussi co-construit avec l'équipe les journées nationales. Donc c'était en 2022 au Laval Virtual Center, qui est le haut lieu de la réalité augmentée, immersive, étendue donc en France, avec un gros événement. Là, le prochain c'est en avril, donc si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Et donc on a organisé 2 jours de séminaire national journée nationale, séminaire national autour de cette thématique pour sensibiliser les consultants formateurs à l'existence et à l'usage de toute cette technologie. Et donc, j'interviens dans différents organismes de formation avec des produits plus ou moins innovants, des learning expéditions, des projets en mode systémique, parfois c'est des interventions et des formations. Donc, c'est à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui. Ce qui veut dire, d'une part, que l'enjeu, finalement, cette thématique de la XR, elle est liée à la thématique du numérique au sens large du terme. Donc, juste pour reposer un petit peu les choses, cet aspect de l'intégration du numérique aujourd'hui, il y a un enjeu social en plus d'un enjeu de formation, il y a un impératif professionnel, il y a une injonction aussi politique de maîtriser le numérique. Et il y a un enjeu économique puisque le numérique aujourd'hui, ça représente un énorme marché et la réalité immersive, en termes de milliards de dollars, c'est aussi un gros marché. Donc, on a un environnement, on va dire, professionnel et économique qui nous pousse à intégrer ce numérique, qu'on le veuille ou non, et quelles que soient nos postures vis-à-vis des outils. Ma posture à moi, c'est connaître et être critique et savoir utiliser. Euh, donc, en formation, je passe cette slide-là, ça ne vous concerne pas. Euh, pour une mise en perspective aussi, il y a vraiment une accélération et un déploiement des outils numériques au sens large du terme depuis 1936 avec Turing, et puis l'arrivée des premiers ordinateurs, l'arrivée d'Internet, le déploiement du smartphone qui est l'outil phare aujourd'hui quand on veut se connecter, les premiers casques, et aujourd'hui on est sur à la fois un déploiement des environnements immersifs. Certains environnements vont combiner de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, de la réalité immersive, etc. Et puis, on a l'IA qui arrive derrière et qui nous propose plein de choses supplémentaires, puisque c'est un outil qui a une capacité de création, de production et on peut vraiment le stimuler pour aller très très loin, à tel point qu'on se demande parfois si nos métiers d'ingénieur pédagogique vont encore avoir du sens dans pas longtemps. Mise en perspective également,
parce que l'acculturation au numérique aujourd'hui, c'est un espèce de continuum qui est en train de s'étaler, de s'étendre entre d'un côté les 2, 3, 4, 5% au niveau France qui sont résistants pour des questions de valeurs, de posture, de climat, de ressources, etc. ou qui ont des hypersensibilités et autres qui font qu'ils ne vont pas aller vers l'outil. Les questions de résistance sont aussi liées aux questions d'accès. Tout le monde n'a pas encore accès à un matériel de qualité parce qu'il en faut, à un réseau de qualité parce qu'il en faut pour pouvoir utiliser et mobiliser ces outils. Et puis, dans ce continuum, on a aussi des gens qui sont dubitatifs, c'est-à-dire qui vont douter de l'intérêt, des conséquences, de l'utilité, de la compatibilité avec des valeurs, etc. Et puis, on a des personnes qui vont être curieuses, un peu comme vous aujourd'hui, qui vont être en veille, qui vont explorer, qui vont se dire, ben, j'ai jamais fait, mais j'aimerais bien savoir à quoi ça sert. Et là, on est déjà dans un usage, en fait. Et puis, on a les personnes un peu plus averties qui, elles, se prennent du temps et se disent, bon, allez, j'y vais, je rentre dedans et je me confronte à cet outil et je vois ce que je peux en faire. Et là, on a aussi un grand continuum entre les gens qui sont comme moi, utilisateurs, curieux, intéressés, mais avec un temps limité et des ressources limitées, et puis des personnes qui sont déjà sur des groupes WhatsApp, comme j'en suis pas mal, sur des groupes WhatsApp spécialisés, hein, pour vous en citer quelques-uns, l'IA en pédagogie, donc IA et éducation, dialogue et IA, ChatGPT sans bullshit. Hein, vous avez tout un tas de groupes WhatsApp sur lesquels on est en train d'échanger des prompts, de faire des sélections des meilleurs prompts, des prompts dans des prompts dans des prompts, etc. Donc, et là, on arrive presque vers les avertis plus, voire vers les geeks qui intègrent la dimension aussi gamer, joueurs, et qui, eux, vont contribuer. Non seulement ils vont utiliser, mais ils vont vraiment être en train de tester, de collaborer, de trouver des usages qui n'étaient pas encore prévus, etc. Et c'est assez foisonnant quand on est dans ces communautés-là. Et puis après, on a vraiment les experts, donc les docteurs en informatique et autres qui vont concevoir, vendre et innover sur ces applications. Il y a de la place pour tout le monde dans ce continuum, clairement. Et l'idée, c'est de savoir où on se situe. On est toujours le nul de quelqu'un et l'expert de quelqu'un sur ce continuum. Et en tant que formateur aussi, on est certainement très, très loin de cette image de sachant qui perdure encore. Mais on a un niveau de compétence et on peut peut-être en faire bénéficier d'autres et on peut certainement apprendre d'autres. Donc moi, je suis à peu près là, avertie, curieuse, et je fais de mon mieux pour l'utiliser et comprendre comment ça marche et ce qu'on peut en faire. Une autre particularité quand on rentre dans ces environnements d'utilisation du numérique, il y a deux choses à prendre en compte. D'une part, c'est qu'on est extrêmement exposé parce que d'un seul coup devient visible notre manque de compétences ou nos limites de compétences. Et donc, on est en posture d'être jugé. C'est valable quand on utilise Zoom, Teams ou autre pour la première fois. C'est valable quand on utilise un environnement en réalité immersive. Donc, ça veut dire que dans l'acculturation, prendre en compte l'insécurité de la personne, son appréhension à se faire juger, à se faire jauger, ça va être important. Et puis un deuxième point à prendre en compte quand on utilise des environnements numériques, quels qu'ils soient, c'est que ça va bugger. À un moment ou à un autre, il va y avoir un problème technique et c'est normal. Euh, il faut l'intégrer et le mettre sur la table comme je suis en train de le faire hein, maintenant. Si ça marche pas, on s'énerve pas, on se reconnecte, mais c'est tout à fait probable qu'il y ait un bug technique, même sur trois quarts d'heure. C'est presque un prérequis à partir du moment où on utilise les outils numériques. Hop, j'avance. Donc, à quoi peut servir le numérique? En fait, on a plein d'usages possibles, notamment quand on est dans la formation au sens large du terme. Je vous les ai mis un peu dans le désordre, hein, mais il y a ces aspects de effet waouh. Et parfois, c'est intéressant d'avoir un effet waouh dans une formation ou dans une intervention parce que ça remobilise l'attention et ça remotive. Mais parfois, ça va être l'occasion d'apprendre en faisant. Et la réalité immersive, pour ça, va avoir des atouts énormes. On va y revenir un peu plus dans le détail. C'est aussi un endroit où on va pouvoir créer des ressources. C'est aussi un endroit, là je reprends ça, réalité immersive, où on va partager, produire de l'intelligence collective. Donc il y a des outils qui le permettent en présentiel,
où on va chercher des ressources pour ça, mais on peut le faire aussi en environnement immersif. Il y a les notions d'acculturation et puis il y a des notions tout simplement d'administration de son activité, de vente, de commercialisation, etc. Tout ça, ça va nous permettre de développer des compétences spécifiques liées à l'usage de ces outils et de ces environnements, notamment des compétences collaboratives ou des compétences comportementales. Et du coup, il y a certains environnements, notamment en réalité immersive, que l'on va utiliser justement pour développer ce type de compétences collaboratives ou ce type de compétences comportementales. N'hésitez pas à m'arrêter hein, si vous avez des choses à ajouter ou n'hésitez pas. Alors, il y a des conséquences quand même nombreuses, et là, je n'en ai cité que quelques-unes sur l'usage. J'ai fait un SWOT parce qu'il y a effectivement des forces. C'est vrai qu'utiliser le numérique, on va avoir accès à des nouveaux outils de production de contenu, des nouvelles modalités pédagogiques. On va enrichir notre activité et on va avoir accès à d'autres données, d'autres environnements. Et la réalité immersive pour ça, elle est vraiment intéressante. Donc, on peut se projeter dans le temps, dans l'espace, dans des lieux, dans du micro, dans du macro, euh, instantanément. Il y a pas de notion d'échelle pour le coup. Il y a des points faibles, c'est toutes les questions d'accès, accès technique, accès de réseau, accès d'équipement, accès en termes de est-ce que j'ai des compétences pour, etc. Et puis aujourd'hui, il y a aussi des freins à l'usage qui sont de l'ordre de la sociologie, puisqu'aujourd'hui, dis-moi quelle application tu utilises et je te dirai qui tu es. On a des marqueurs sociologiques et qui font que dans tel milieu, on va utiliser encore un ordinateur et une imprimante plutôt cadre sup, mais dans beaucoup de milieux plus populaires, on a des smartphones. Point barre. Il n'y a pas d'imprimante à la maison, il n'y a plus d'ordinateur à la maison. Donc, on a aujourd'hui un indicateur socio-économique suivant ce qu'on utilise en termes d'objets numériques et comment on les utilise. Donc, je vous ramène aux études de Plantard et du GIE Smart pour ça. On a aussi, en termes de faiblesse, très très peu de choses sur l'accompagnement à l'usage. Moi, je travaille beaucoup là-dessus. J'appelle ça les compétences implicites, c'est-à-dire que quand il y a un peu des injonctions même dans les appels d'offres. Hein, quand vous lisez les appels d'offres, il faudra mettre de la réalité immersive dedans. Je suis pas sûre que les personnes qui ont rédigé les appels d'offres ont vraiment intégré tout ce que ça peut représenter, et notamment pour les gens qui vont répondre aux appels d'offres en termes de mobilisation de ressources et de compétences. Et pourtant, c'est annoncé comme ça, énoncé comme si c'était des évidences. C'est pas du tout des évidences, et on y reviendra. En termes d'opportunités, on a aujourd'hui, notamment autour de la XR, de même qu'on l'a eu lorsqu'on a commencé à digitaliser les formations, on a l'émergence d'un nouveau marché de la formation, que ce soit en termes de produits de formation et que ce soit en termes d'acteurs, notamment d'acteurs économiques. On a maintenant des studios de production et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les studios qui étaient des studios de production de contenu multimédia deviennent des agences de conseil à l'usage des outils qui, eux, vont produire le contenu. On a un glissement comme ça de fonction qui est en train d'opérer et qui est déjà à l'œuvre. Hein. Donc, on a des nouveaux modèles économiques. Avant la digitalisation, on n'avait pas de levée de fonds de l'ordre du million ou de 2 millions d'euros pour des organismes de formation. Aujourd'hui, on l'a. Donc, ça change complètement la donne et ça repose ça rebat les cartes en termes de qui fait quoi en termes de formation aujourd'hui. C'est pareil. Donc, on a eu la phase digitalisation des formations et maintenant on a la phase passage dans la réalité immersive et utilisation de l'intelligence artificielle qui va vraiment transformer aussi l'écosystème de la formation. En termes de menaces, eh bien, il y a des clivages liés à l'usage et à la capacité à utiliser. C'est un peu comme dans notre continuum de tout à l'heure, il y a ceux qui vont monter dans le train, il y a ceux qui vont voir le train passer, il y a ceux qui vont jamais monter dedans. Et clairement, ça va pas donner les mêmes chances entre quelqu'un qui va être équipé, qui va pouvoir s'entraîner à la maison à faire un geste technique 10 fois, 15 fois, et une personne qui va aller une fois dans un atelier avec l'équipement qu'il y a, ben, c'est clair, on va pas développer les compétences au même rythme ou de la même façon. Il va y avoir des clivages aussi dans la capacité donc à suivre, à intégrer, à remobiliser. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les formateurs ou les acteurs de la formation au sens large du terme. Suivant qui on est, c'est une question de genre, c'est une question d'éducation, c'est une question d'appétence vis-à-vis des outils, c'est une question de frein. On va pas tous se mobiliser de la même façon pour s'approprier ces outils et en faire quelque chose.
Et à l'UBO, par exemple, vous avez cette salle magnifique avec les tableaux blancs interactifs. Mais en fait, il y a très peu d'enseignants finalement qui l'utilisent suffisamment régulièrement pour en avoir la maîtrise le jour où ils en ont besoin. On le fait une fois, on apprend à s'en servir, mais 6 mois après, il faut presque réapprendre à s'en servir. En fait, ces outils, ils fonctionnent si on s'en sert avec régularité. Sinon, ben, on désapprend et on les a plus à sa main le jour où on a besoin de s'en servir. Donc là, il y a vraiment une question aussi de régularité dans l'apprentissage si on veut en faire quelque chose. Et puis la question de l'IA aujourd'hui, elle est vraiment impressionnante parce que moi, j'ai assisté à des webinaires avec des ingénieurs pédagogiques qui montraient ce qu'ils avaient réussi à faire en utilisant l'IA, qui produisait elle-même les scénarios, les storyboards, les contenus, les évaluations, etc. Et on était là en disant, OK, moi, en tant qu'ingé péda, que va-t-il me rester à faire? C'était assez intéressant et un tout petit peu déstabilisant. Hop. Donc, j'avance pour aller vers notre sujet à nous. Donc, quand on parle de XR, on parle de réalité augmentée, virtuelle et immersive. Donc, différentes définitions. Pour faire rapidement, la réalité augmentée, en fait, on part d'une image scannée par votre smartphone, par exemple, et votre application va rajouter des choses sur l'image. C'est parfait pour changer la couleur d'une tapisserie ou pour changer de tenue ou pour voir si votre fauteuil pourrait passer dans ce coin-là, si vous êtes aide à domicile et que vous devez équiper un logement pour une personne âgée. Donc, évidemment, tous les magasins aujourd'hui qui vendent des objets liés aux intérieurs de la maison et les entreprises qui doivent déplacer des machines et choses se servent énormément de la réalité augmentée. C'est aussi très utilisé dans le jeu, hein, Pokémon Go, beaucoup de personnes connaissent ça. Mais en tout cas, la réalité augmentée, c'est ça. C'est qu'on part de l'environnement existant et on rajoute du contenu, du son, des images, du multimédia. Et quand on quitte son écran, ben, on retrouve notre environnement normal. Il n'y a pas d'interaction entre les deux. La réalité virtuelle, alors entre la réalité virtuelle et la réalité virtuelle immersive, donc là en termes de définition, moi-même j'ai pas exactement la définition la plus claire que ça. En tout cas, la réalité qui dit virtuelle dit que l'environnement créé est numérique. On peut l'avoir en 3D, c'est-à-dire complètement autour de soi, on peut l'avoir en 2D, puisque l'exemple que je vous donnerai de virtuelle pédagogie sur lesquels je travaille ou dans lesquels je fais des formations, on utilise son ordinateur en fait, hein. Donc on est en 2D, mais on intervient dans cet environnement via un avatar. Donc on a quand même une capacité de mouvement en 3D, mais on est derrière un écran. Donc on n'est pas vraiment dans de l'immersif, mais on est dans une réalité virtuelle puisqu'elle a été créée de toutes pièces avec toutes les possibilités que vous pouvez imaginer en termes d'environnement, d'avatar, d'interaction. Et puis, donc tous les jeux vidéo utilisent beaucoup ça. Et puis la réalité virtuelle, alors virtuelle ou pas, la réalité immersive en tout cas, donc là ça requiert un casque de VR qui peut être parfois très simple, comme un petit cardboard qui coûte quelques euros, ou qui peut être beaucoup plus sophistiqué, comme les casques qui viennent de sortir, qui sont à plus de 1000 euros pièce, avec une technologie bien sûr différente. Celle-là, on met juste son smartphone et on va télécharger une application ou un film qui est déjà en ligne en 360, hein, National Geographic en fait plein ou avec le casque de réalité virtuelle, on va aller produire soi-même ses films avec une caméra 360 et avec un montage particulier où on va créer des environnements comme celui-ci par exemple, qui peuvent être des reproductions d'environnements réels, auquel cas on les appelle des jumeaux numériques, qui peuvent être des transpositions. Donc, en tout cas, on va se projeter, on va être complètement immergé puisque on va regarder partout autour de soi et on va être dedans. On peut même être dans un monde immersif à plusieurs et interagir à plusieurs. Le formateur peut être là aussi. Donc, on a vraiment une transposition de sa vision et et de plusieurs sens, parce qu'en fait, on a de plus en plus de fonctions haptiques aujourd'hui, donc des vestes, des gants, qui nous permettent de sentir, d'avoir une préhension, d'avoir une perception de l'environnement dans lequel on est virtuellement parlant, avec bien sûr des effets de dissonance parfois, euh, parce que ben, si notre environnement physique autour de nous n'est pas clair, imaginons qu'on se cogne dans le réel au moment où on saisit une fleur dans le monde virtuel, il peut y avoir des choses un peu bizarres au niveau de notre cerveau et des dissonances comme ça. Donc, il y a l'aspect mise en scène quand on se projette dans un environnement immersif, et l'aspect mise en scène de l'environnement, mais de son environnement physique aussi, va avoir de l'importance.
Euh, donc ça, c'est extrêmement utilisé, les jumeaux numériques aujourd'hui, puisque on peut se retrouver à apprendre à conduire toutes sortes d'engins. On peut notamment des engins à risque, dans des environnements à risque ou dans des situations dégradées, tout ce qu'on ne peut pas reproduire dans la réalité, tout simplement. Donc très utilisé en nucléaire, en conduite d'engins, dans la défense, euh, tout ce qu'on peut imaginer, les pompiers les extincteurs, enfin, et le médical. Donc aujourd'hui, les chirurgiens, beaucoup, s'entraînent à opérer sur en réalité immersive, puisque là, en fait, ils ont des reproductions de patients avec des pathologies extrêmement réalistes et ils peuvent s'entraîner et donc acquérir le geste, mais sans avoir interféré avec qui que ce soit. Euh, je vais passer ça aussi, ça n'aurait pas dû apparaître. Donc, ça nous sert à quoi la réalité immersive? Ça nous sert à tester et à explorer. C'est clair que si on cherche à apprendre à utiliser un extincteur, on peut le faire 30 fois dans une réalité immersive avec tout type de situation, même celle qu'on ne pourrait pas reproduire, et on ne consomme rien, on ne pollue pas, on n'a aucune conséquence si on fait des erreurs, on ne va pas se mettre en danger ni mettre un tiers en danger. Donc ça a tous ces avantages-là. Et puis on peut aller là où on ne peut pas aller dans le réel. Donc on peut se projeter dans le temps, l'espace, on peut mobiliser 100 000 personnes sur un seul lieu en un seul temps. Et on peut aussi dépasser un certain nombre d'appréhensions. Donc c'est beaucoup utilisé pour augmenter le seuil de tolérance sur certaines situations, des phobies ou des choses comme ça. Donc, on peut pratiquer en situation difficile à rencontrer et on peut modifier les comportements parce que le fait d'avoir une incarnation via un avatar en général, eh bien, il n'y a pas photo, il y a une partie de nous qui rentre dans l'avatar. On appelle ça l'embodiment, c'est le fait de s'incarner, de s'incorporer dans son avatar. Et ça, c'est une expérience spécifique, euh, le rapport à son avatar. Et il y a des clés de scénarisation et de construction qui vont favoriser ou pas cette incarnation dans son propre avatar. L'intérêt d'avoir un avatar, c'est que du coup, on vit cette expérience immersive de façon euh, avec une expérience beaucoup plus ancrée, avec de la cognition beaucoup plus mobilisée. Et puis, on va pouvoir jouer sur les comportements parce que c'est une vraie expérience que l'on va vivre via un avatar. Donc, il y a plein d'applications sur vis ce que c'est que d'être une femme, vis ce que c'est qui est harcelée dans la rue, vis ce que c'est que du harcèlement moral, vis ce que c'est que d'être handicapé, vis ce que c'est de changer de nationalité, de culture, etc. Non, parce que ça crée des vraies expériences humaines avec de l'émotionnel et qu'on peut vraiment changer les comportements en ayant eu une expérience. Je me rappelle d'applications où en 8 minutes, on vivait une situation de harcèlement au bureau qui s'était produite sur plusieurs années. Mais c'est résumé en 8 minutes. C'est quasiment intenable pour la personne qui le visionne, en fait. Et donc, on peut utiliser des compétences spécifiques. J'accélère un tout petit peu parce que je vois le temps passer. Donc là, je vous avais mis quelques retours d'expérience. Euh, des retours d'usage dans différents environnements en utilisant soit des films sur catalogue pour des effets, soit des effets waouh, soit des effets de voilà ce que ces personnes-là pourraient, comment elles pourraient accompagner. Donc, c'était des films. Ici, on était sur une zone d'entraînement, c'est-à-dire que c'est un exemple ça a été filmé, donc l'appartement a été scénarisé de façon à reproduire des situations de chute potentielle chez une personne âgée. Le but pour ces apprentis, c'est d'apprendre à identifier très rapidement les risques de chute. Donc, on peut jouer sur plein de paramètres, hein, le nombre de situations à repérer, le temps donné, etc. Autre situation, là, c'est une situation de scénarisation, donc en réel également, avec des jeux de rôle. Donc, logiquement, c'est en 360. Et l'idée, c'est de confronter les formateurs à la dimension émotionnelle et à la gestion émotionnelle quand on a un groupe en face de soi qui n'est absolument pas motivé, voire résistant au programme ou au projet proposé. Donc, il faut gérer à la fois la dimension émotionnelle du groupe de stagiaires et la sienne propre vis-à-vis de cette émotion négative. Donc, c'est un travail de vécu émotionnel et de gestion de la dimension émotionnelle en formation, donc dédié aux formateurs. Euh, donc les réactions sont souvent très très fortes. Là, je vous en ai juste mis deux.
Une des actrices, qui était elle étudiante en dentaire, nous disait, ça me donne pas envie d'être formateur, mais quelle horreur, on est vraiment ça quand on est formateur, j'hallucine. Et le monteur du film avait dit, c'est horrible, j'étais super mal à l'aise, c'est qu'en travaillant sur les images. Alors j'imagine quand les formateurs sont dans ce type de situation. Donc des réactions très spontanées, très incarnées, très vécues. Euh, donc, avec cette dimension numérique et notamment la réalité immersive, ben, on est dans une conduite de projet lorsqu'il s'agit de produire de la ressource, que ce soit sur de la production d'un environnement numérique, dans ce cas-là, il va falloir des compétences informatiques pour créer les environnements virtuels. Et si on est sur du film, avec des caméras 360 comme celle-ci, là, qui a 5 ou 6 000 euros, là, eh bien, on a aussi des compétences à développer pour utiliser les outils qui vont permettre de produire les contenus. Donc, c'est tout un champ de l'économie de l'information et tout un tas d'acteurs qu'on va aller chercher pour produire des nouvelles ressources. Donc, c'est de la conduite de projet avec tout ce qui va avec. C'est de la création narrative avec tout ce qui va avec, storyboard, scénario, écriture, etc. Et c'est de la production audiovisuelle. Donc, il y a aussi du casting, du repérage, de la lumière. Donc, on est en train avec là, en entrant dans la réalité immersive, on va remobiliser des compétences qui se rapprochent du jeu vidéo, du cinéma, etc. Et de toute façon, aujourd'hui, les environnements de réalité immersive qui se développent vers la formation et l'éducation sont aussi des plateformes de jeu. Alors, un focus sur les métatrucs pour citer Nicolas Dupin, qui est l'ex-président de France Immersive Learning. Donc, les métavers, c'est le nom générique pour les environnements de réalité immersive. Ce sont des mondes virtuels qui sont donc partagés, mais qui sont persistants et qui sont interactifs. Aujourd'hui, Comodal, qui est la première agence de gestion et de conseil sur l'usage des métavers, qui est une émanation du Laval Virtual Center, gère à peu près entre 150 et 200 métavers différents. Donc, il y a une vraie, comme il y avait des plateformes LMS à une époque, et ben aujourd'hui, il y a plein de métavers. Donc, il n'y a pas que Horizon Workroom de Meta, il y en a plein d'autres et qui appliquent toutes certaines clés de réussite. Alors, trois clés d'expérience utilisateur réussie lorsqu'il s'agit de l'avatar, c'est les aspects de déplacement, c'est les aspects d'incarnation, de sentir les autres. Ça, c'est des clés par rapport à l'usage de l'avatar. Mais il y a d'autres clés aujourd'hui. Je vous ai mis quelques liens. On n'aura pas le temps de les explorer aujourd'hui, mais vous les aurez. En tout cas, il y a des liens d'environnement qui intègrent aussi des dimensions économiques, par exemple Decentraland celui-là, Blocktopia, hop là. Je vais peut-être pas le mettre parce que ça va nous emmener loin, mais vous allez voir que ce sont des environnements qui sont vraiment issus du gaming, donc avec de l'hyper-stimulation visuelle, sonore, en termes de mouvement, etc., et qui vont intégrer des espaces de formation, de l'événementiel, mais aussi de la monétarisation via les blockchains, la monétarisation de contenu ou de production. Donc, on est en train d'arriver là à des environnements qui mixent tout ce qu'on peut faire dans ce type d'environnement, du jeu, d'éducation de la formation et puis de l'économique derrière. Euh, donc celui que moi j'utilise le plus souvent parce que je le trouve pratique et facile à utiliser et pour de l'acculturation, ben moi je l'aime bien. Donc il s'appelle Virbela, c'est une application américaine et le Laval Virtual Center a une licence avec une déclinaison française et c'est un environnement dans lequel on va avoir différents temps et différentes actions possibles. Je vous en ai cité quelques-unes dans ce process d'acculturation à l'environnement numérique par une présence dans l'environnement numérique. Il y a les aspects d'accueil. Quand on débarque dans ce genre d'environnement, eh ben, il y a des phases pour que ça se passe bien. Il y a des phases de rassurance, des phases d'apprentissage de l'outil et des phases de relation. Petite astuce, c'est que moi j'aime bien avoir toujours une personne de confiance qui va gérer les aspects techniques et relationnels si c'est moi qui dois gérer les aspects techniques. Parce qu'il y a toujours des bugs techniques quand on donne rendez-vous à 10 personnes dans un environnement immersif à telle heure, en leur ayant demandé de télécharger l'application ou de se connecter en ligne. Il y a toujours des personnes qui vont pas réussir à se connecter, qui vont pas être là, qui vont pas savoir. Bon, bref, ça fait partie du jeu. Donc c'est bien d'être au moins deux de façon à ne pas casser le lien et à garder le lien, d'autant qu'on est en phase de rassurance.
Après, il y a le côté ludique de ces environnements. Et pourquoi s'en priver? C'est qu'il y a vraiment un côté exploratoire. On peut aller partout. En général, les producteurs nous offrent à découvrir différents endroits, différents lieux. Donc, c'est un vrai plaisir aussi de pouvoir courir partout sans jamais être essoufflé. Imaginez pendant le Covid le bien que ça faisait de pouvoir courir au bord d'une plage, grimper en haut d'un phare, faire du bateau, alors qu'on était en plein Covid. Mais je vous assure que ça a généré chez mes stagiaires des moments d'euphorie parce qu'on a un vécu évidemment réduit par rapport à la réalité, mais on a un vécu, on a des rires, on a du fun. Et pourquoi s'en priver? Et c'est ça aussi qui va générer un climat et une ambiance qui fait que c'est une alternative intéressante. Et puis, plus sérieusement, on a aussi des outils de collaboration et de protection, que ce soit des post-it géants, que ce soit, enfin, il y a plein d'outils qui sont proposés par les applications pour favoriser la collaboration. Il y a bien sûr des signes de repérage. C'est une plateforme, donc vous avez une interface avec des paramètres, avec des cartes qui pour vous montrer où vous êtes, avec des chats privés au public, avec la gestion du son, de la posture, on est assis debout, et avec tout un ensemble de paramètres qui nous permettent de nous déplacer automatiquement, de nous téléporter de par droit, de faire que nos avatars vont interagir avec des fonctions particulières ou pas, parce qu'on a plus ou moins la main sur nos avatars, on incarne plus ou moins nos avatars. Ici, on a des avatars dans la 2D. Donc, évidemment, si on bouge la main, l'avatar va pas bouger la main. Mais dans un environnement en réalité immersive avec le casque, si on bouge, notre avatar bouge. Donc, ça crée complètement autre chose. À tel point que si on se croise, si nos avatars se croisent, on est très gêné soi-même. On se dit, excusez-moi, excusez-moi. Mon avatar a fait comme un ghost, quoi. On est passé au travers de l'autre et on se sent soi-même gêné. Excusez-moi, j'ai mal géré ma distance. On va reproduire nos codes sociaux ou pas. Et puis, dans ces environnements immersifs, on va aussi avoir cette capacité de rassembler des personnes du monde entier au même endroit. Encore une fois, si vous avez l'occasion de participer au Laval virtuel, allez-y parce que c'est vraiment génial de pouvoir entendre des gens de tous les pays du monde faire des retours d'expérience sur comment ils utilisent la réalité immersive et la XR en général d'un point de vue professionnel. Vous avez aussi des communautés d'utilisateurs. Moi, j'en connais une sur laquelle je suis assez présente, c'est Engage. Et ils ont même un French Café dans lequel on rencontre des personnes qui ont envie d'apprendre le français. Et donc, c'est une communauté anglaise qui est vraiment extrêmement pédagogique. C'est de la formation de formateurs. Donc, on y apprend comment utiliser Engage, bien sûr, mais comment utiliser tous les outils à disposition avec des questions d'échelle, avec des questions de démonstration, avec des questions euh, de- oui, d'apprentissage dans l'environnement immersif. Et là, donc ça se fait avec un casque en VR. Et donc c'est nous-mêmes qui avons notre avatar, ce qui fait que là, si on se serre la main, on se serre la main. Si on se déplace vers la personne, on se déplace vers la personne. Donc socialement parlant, on est beaucoup plus présents les uns avec les autres parce qu'on a le son, on a donc l'intonation et parce qu'on a quand même du non-verbal, puisqu'on a cet avatar. Et les avatars sont de plus en plus réalistes aujourd'hui, puisqu'on a même des applications qui permettent de filmer votre visage et de le replacer sur votre avatar. Donc, on se rapproche de plus en plus d'une incarnation assez. Enfin, l'idée, c'est de mettre de l'émotion de plus en plus dans les avatars, puisque c'est l'émotion qui va faire qu'on va être en lien les uns avec les autres et qu'on va contribuer et puis après mémoriser. Donc, les atouts de ces environnements, c'est de se mobiliser corporellement. Par rapport à Zoom, bah, c'est une autre expérience. Donc, de faciliter la mémorisation et l'expérience émotionnelle, qui va aussi faciliter la mémorisation, puisqu'on peut répéter, puisqu'on peut interagir. J'arrive bientôt à la fin de la présentation pour qu'on ait le temps de discuter. Donc, il y a des choses à prendre en compte, c'est les accès à l'équipement, c'est l'inattendu, parce que sur le marché, il peut se passer des choses, hein, des boîtes qui ferment, etc. Les aspects d'entretien, on n'en parle jamais assez, mais c'est pas rien d'avoir des casques et de se les passer les uns les autres, etc. Il y a un protocole d'hygiène à mettre en place. Il y a des précautions cognitives importantes, c'est ce que j'appelle les compétences implicites, c'est-à-dire qu'il faut les apprendre, ces compétences, c'est pas spontané, notamment la gestion de l'espace, les précautions à prendre. On ne sait jamais comment une personne va réagir quand on lui met un casque. Il y a des personnes qui vont avoir des nausées spontanément, il y a des personnes qui peuvent passer 6 heures dedans, elles sont très rares. En général, au bout de 10 minutes, une demi-heure, on fatigue d'un point de vue oculaire et d'un point de vue neurologique. Donc, il y a des choses à prendre en considération. Euh,
l'accompagnement de la personne à l'usage, c'est important. Et puis, tout ce qui est l'accompagnement à la levée des freins, c'est pas rien. Installer un casque à quelqu'un, eh ben, on lui touche les cheveux, on lui touche le visage, c'est pas rien. Et puis, on l'embarque ailleurs. Donc, il y a tout un accompagnement et c'est quelque chose de très intéressant. C'est comment on accompagne un tiers pour que l'expérience soit confortable, agréable, qu'il en retire quelque chose. Parce qu'on a vite fait de dégoûter quelqu'un si une personne a une mauvaise expérience avec le numérique, elle a vite fait d'être dégoûtée, voire de rejeter complètement tous les autres usages du numérique. Ça, c'est ce qu'on utilise pour l'acceptabilité.